L'échange d'informations bancaires, on en avait parlé, ça a fait un tollé, ça a même été jusqu'au Bagatz. Où en sommes-nous? On fait le point avec notre ami Nathanaël Cohen du cabinet Natco Consulting. Beaucoup d'animations et d'actions sur ce thème. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Nathanaël. Bonjour. On est ravis de vous retrouver parce que la dernière fois, nous avions parlé ensemble de cette révolution révoltante, on va dire ça comme ça, cette injustice faite aux francophones d'Israël parce que, en raison de la nouvelle loi sur l'échange d'informations bancaires, la transparence bancaire, eh bien, les banques d'Israël échangeaient des informations qu'elles n'auraient peut-être pas dû échanger, notamment pour les franco-israéliens qui ne faisaient pas du tout partie de cette loi. On fait le point, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que ça a réagi? Alors, on fait un tout petit résumé sur... Tout petit résumé, allez-y. On parle de l'échange d'informations, parce que vous avez dit bancaire, on parle bien de l'échange d'informations que les banques transmettent à l'administration fiscale israélienne, Oui. qui, elle, est censée transmettre à l'administration fiscale française. Exactement. Et vice-versa. La France enverra, la Suisse à Israël, Israël à la Suisse, Tous les etc. pays. Mais qui on envoie? On envoie les non-résidents israéliens. Voilà. Donc, un résident fiscal C'était une loi pour les non-résidents israéliens pour éviter les comptes comme ça, supplémentaires, non déclarés, le blanchiment d'argent, etc. Oui, parce qu'on répète l'imposition à la personnelle, on est obligé de déclarer dans tous les pays. Quoi qu'on ait des revenus, où qu'ils soient, on est obligé de les déclarer en Israël. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé, et que je pense que la plupart des auditeurs savent, les banques, c'est même plus un excès de zèle à mon avis. Ils ont vraiment enfreint leurs normes communes. Ils ont une norme, ils ont un mode d'emploi. Comment décerner les non-résidents et les transmettre à l'administration fiscale israélienne. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions d'application dans cette loi qui n'ont pas été respectées. Oui, ils ont vraiment un mode d'emploi, ça s'appelle le CRS, Command Reporting Standard. C'est un mode de reporting qui est commun, quoi. Ils ont vraiment une norme commune de déclaration. Ils respectent, ils voient si la personne, elle est comme ça, elle a répondu aux critères, on l'envoie pas. Mais les banques, pour ne pas avoir de problème, peut-être... Et puis peut-être par ignorance et par excès de travail, on va dire ça comme ça. C'est surtout par peur de recevoir des plaintes de l'OCDE, comme ils ont reçu des plaintes de la FATCA, on en avait déjà parlé plusieurs fois, avec les Américains. Ils ont préféré vraiment ne pas prendre de risques. Ils ont pris qui comme bouc émissaire? À mon avis, la plupart, les francophones. C'est les francophones. Ça veut dire que les francophones qui avaient une double nationalité, israélienne et française, par exemple, se voyaient, alors qu'ils n'étaient pas du tout objets de cette loi, voir toutes leurs informations personnelles. Et surtout qu'il faut savoir que vous avez dit une double nationalité. C'est bien écrit dans la loi que la nationalité n'est en aucun cas un des signaux qui sont censés révéler une résidence fiscale. La nationalité, c'est la nationalité. On parle d'une résidence fiscale. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'échange d'informations a commencé déjà dans les pays. Vous savez, la semaine dernière, la France c'était le 5 novembre, la France a publié dans tous les journaux fiscaux comme quoi 86 pays ont commencé déjà à transmettre des informations à la France. On parle de 3,5 millions de comptes qui ont été reçus en France, de tout le monde. 14 juridictions n'ont pas encore transmis, dont Israël, pour des problèmes juridiques. Israël n'a pas encore transmis. C'est à cause de vous, en fait. On fait le maximum, en tout cas, parce qu'on a demandé... Alors, on va expliquer pourquoi je dis ça à cause de lui, parce qu'en fait, il a fait une action, il a mené une action contre la Banque d'Israël, contre l'État d'Israël, en fait, puisque la Banque d'Israël, c'est l'État. Oui, nous, depuis le 12 août, déjà, on s'était vu à cette époque-là. Depuis le 12 août, nous avons essayé de stopper cet échange d'informations qui devait être le 8 septembre, l'échange d'informations pour l'année 2018. On parle toujours, l'échange d'informations, ça a commencé pour les années 2017 et 2018. Oui. D'accord. Et donc, vous avez fait une action... On est passé à la Cour suprême. Oui. Les banques ont demandé encore un peu plus de temps et encore un peu plus de temps. Et là, on a appris par la France, Israël ne l'a pas révélé elle-même, on a appris par la France que les informations n'ont pas été encore réceptionnées d'Israël. D'accord. Donc ils sont un peu en panique parce qu'ils se rendent compte que les banques sont en tort. Et on peut voir aussi d'ailleurs qu'Israël, le 20 novembre, Israël a arrêté 3 Israéliens qui avaient des comptes. Un en Allemagne et 2 en Norvège. Ils avaient des comptes à l'étranger. Et dans ces modes d'échange d'informations, ils ont découvert que ces Israéliens-là
avaient des comptes qui n'ont pas été déclarés, des intérêts qui n'ont pas été déclarés, c'était de l'argent qui n'avait pas été imposé. Mais enfin, c'est le contraire. Là, on est dans un autre... Oui, mais on parle vice-versa, mais on n'a pas parlé encore de la France. Et normalement, la France, à mon avis, c'est ce qui est logique, la France ne transmettra pas à Israël aussi, tant qu'Israël ne transmettra pas à la France. Mais nous, on parle du contraire. Ce qui intéresse bien sûr les auditeurs, c'est le contraire. C'est ce que Israël va envoyer à la France. Alors, il s'agit, quand on parle d'échange d'informations, c'est les revenus locatifs, les revenus commerciaux, on va dire les héritages, le solde des comptes, tout ça, ce sont ce genre d'informations qui sont transmises ou pas? On va faire une petite différence pour essayer d'être le plus clair possible, pour ne pas faire un balagan, comme on dit. L'échange d'informations, on parle du solde du compte au 31 décembre. D'accord. Les intérêts qui ont été générés sur le compte, parce que normalement un intérêt doit être imposé. Ok. Les intérêts, le nom, la date et le lieu de naissance et le numéro d'identification fiscale de la personne. C'est ça qu'on envoie. Ça, c'est dans le cadre de l'échange d'informations. D'accord. Maintenant, il faut savoir que vous venez de parler de quelque chose qui est intéressant d'ailleurs, puisque la régularisation spontanée, vous savez, lorsqu'une personne n'a pas déclaré quelque chose qu'elle devait déclarer, elle doit aller se régulariser. Okay. Maintenant, les Français qui sont venus en Israël, ou même les Français qui ont des biens en Israël et qui perçoivent des revenus locatifs en Israël. Donc, qui habitent en France encore ? Même, on va aller dans le cas où un Français habite en France encore, d'accord, a un bien en Israël, perçoit des revenus fonciers, des revenus locatifs sur ce bien, il est obligé de les déclarer à Israël, bien qu'il habite en France, étant donné que l'immobilier, ça appartient au pays où il se trouve. C'est pour ça d'ailleurs que l'immobilier ne rentre pas dans le cadre de l'échange. Alors, quel rapport avec le bagatz, en fait, cette histoire-là de revenus locatifs de quelqu'un qui habite en France et qui n'est pas déclaré en Israël? Alors, ce qui s'est passé, en fait, le bagatz, c'est un point. Maintenant, il faut comprendre que cette régularisation spontanée qui est permise jusqu'au 31 décembre, elle n'est permise jusqu'au 31 décembre que parce que les informations, dans tous les cas, elles vont être échangées entre les pays. Donc, on n'a plus besoin d'aller se régulariser. C'est-à-dire les impôts n'ont plus besoin de ta régularisation, ils vont la prendre tout seuls. Vous avez compris? D'accord. Le bagatz, c'est un point. L'échange d'informations. Aujourd'hui, on a encore un mois. Ils ont demandé encore une prolongation, bien qu'ils n'ont instauré aucune règle aujourd'hui dans les banques. Ce qu'on sait, c'est que les infos n'ont pas été envoyées. C'est ce qui a été annoncé par la France. Qu'est-ce que vous avez demandé, vous? Nous, on a demandé de retirer toutes les informations qui ont été envoyées. Ça veut dire que d'interdire aux banques de transmettre... D'interdire aux impôts israéliens, pardon, de transmettre à l'administration fiscale française toutes les informations, de retirer, d'instaurer des règles et des règles qui seront communes dans toutes les banques, parce que pour ne pas qu'il y ait la panique, et qu'ils nous montrent aussi qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils sont arrivés à déterminer si une personne est résident fiscal ou pas. Vraiment faire du CDR. C'est en raison de cette loi, cette mauvaise application de cette loi, que les francophones sont suspects aujourd'hui dans un établissement bancaire. Exactement. Les francophones aujourd'hui, ils sont suspects de partout, même si on a fait la ALIA aujourd'hui. Oui, par exemple, quelqu'un qui est là depuis 20 ans, mais qui parle parfaitement français et qui veut ouvrir un compte... Et qui veut recevoir de l'argent ou recevoir de l'argent de l'étranger, ou simplement ouvrir un compte dans une nouvelle agence, on va lui faire une enquête de police. Et on va lui demander son numéro fiscal français. Numéro fiscal français, numéro de sécurité sociale français. Alors, ça se trouve mais on n'a pas besoin, normalement. Non, mais je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça que ça se passe. Mais c'est pour ça aussi, il faut comprendre, parce que les banques, elles ont eu comme réponse, elles ont dit, si une personne, elle n'a rien à se reprocher, alors qu'est-ce qu'elle s'en fout qu'on lui a envoyé les informations? C'est une question qui a été posée. On a dit, à partir du moment où une information elle a été envoyée et que cette personne-là va être convoquée à l'administration fiscale française, le fisc français va recevoir un nom d'un non-résident israélien. C'est-à-dire que ton pays ne te considère pas comme résident israélien. Ouais. Donc, tu peux essayer de jusqu'à demain. C'est un peu compliqué. C'est un peu le balagan. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend le 8 décembre, je crois qu'il va y avoir... Là, vous savez, ils devaient nous répondre le 7 novembre. Après, c'était la deuxième prolongation déjà qu'ils avaient. Ouais. Le 7 novembre, la Banque d'Israël, c'est l'État. Ouais. Nous avons attaqué la Banque d'Israël et les banques. Oui, la Banque d'Israël, toutes les banques d'Israël. La Banque d'Israël. Vous êtes courageux, Nathanaël. La Banque d'Israël a demandé à la Cour suprême, bien qu'on ait refusé. On a refusé de leur donner une prolongation supplémentaire. On a demandé vraiment d'avoir un dioun, c'est-à-dire d'avoir une décision de judiciaire. Une décision. Ils ont demandé et ils ont prouvé à la Cour suprême comme quoi vraiment ils travaillent là-dessus. Ils ont appelé le procureur de l'État, ils ont vraiment appelé tout. Ils ont compris qu'il y a quelque chose aujourd'hui, ils n'ont pas essayé de nous... Qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Et la Cour suprême a accordé un dernier délai jusqu'au 8 décembre. Et à partir de ce moment-là, mais ce qui est plus important, surtout pour les auditeurs, à mon avis, parce que c'est une question qu'on n'arrête pas de me poser au cabinet, est-ce que les infos ont été envoyées? Israël n'a pas été clair là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que la France a publié que les infos d'Israël n'ont pas été envoyées. Donc ça veut dire que... Et normalement, vous savez que lorsqu'on ne rentre pas dans le cadre de l'échange au bon moment, des fois, ça peut retarder encore d'1 an. Donc là, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que
Les informations n'ont pas été transmises a priori. Les informations n'ont pas été transmises. Ça, c'est pour l'échange d'informations. Maintenant, c'était bien que vous ayez parlé des revenus locatifs. Ben oui, parce que ça... Ça, c'est très important. Vous savez, les personnes ont jusqu'au 31 décembre. Israël, c'est un des seuls pays aujourd'hui qui permet une régularisation, même pour les non-résidents. Régularisation spontanée, donc on déclare aux impôts israéliens que oui... Voilà, je n'ai pas déclaré pendant 7 ans. On a oublié de déclarer. Exactement, voilà, on a oublié. Nos loyers, on ne savait pas. On ne parle pas l'hébreu. Parce qu'Israël, ils ont publié aussi une liste de... Vous savez, 50% des personnes qui ont été arrêtées récemment pour fraude de non-déclaration, c'était des revenus locatifs. C'est-à-dire Israël, c'est très simple pour elle de vérifier qui déclare ou qui ne déclare pas. Ils ont des techniques, vous savez, à l'Arnona, une personne est enregistrée au cadastre X et Oui, bah, si vous avez un nom au tabou et puis un autre nom à l'Arnona, c'est que vous louez. Ou voilà, si on a tout 3-4 appartements au tabou et qu'on n'a aucune déclaration locative, ça veut aussi dire qu'on ne vit pas... Donc c'est deux sujets différents, hein, quand même. C'est deux sujets différents, mais qui rentrent un peu, qui peuvent s'associer parce que la régularisation spontanée et l'échange d'informations, c'est dans le cadre des évasions fiscales. Et pour les Français qui sont aujourd'hui résidents israéliens, les Olim Khadashim, qui sont venus, aujourd'hui, ils ont des comptes à rendre à Israël. C'est très important pour eux, aujourd'hui, d'être bien avec le fisc israélien. Bien sûr. Toujours, on dit Olim Khadashim, on a les 10 ans d'exonération, etc. Mais ce qui se passe en Israël, il faut le déclarer en Israël. Voilà. Et puis après, les 10 ans, surtout, il faut déclarer en Israël, même les retraites, même n'importe Et la régularisation, c'est la dernière fois qu'elle sera autorisée, parce qu'à cause de cet échange d'informations, vous avez compris. Alors, en tout cas, vous avez été très clair. Merci de nous défendre à ce point. Voilà, on espère que vous allez avoir gain de cause. Oui, bien sûr, Nathanaël. Je peux dire quelque chose. On a eu un cas, justement, dans l'appel à la Cour suprême. Nous avons rajouté... Donc là, quand vous avez attaqué les banques. Quand on a attaqué les banques, c'était notre cabinet qui a attaqué. Et on a aussi associé à la plainte un couple qui a, après avoir reçu 3 refus... Un couple de retraités, je crois. Un couple de retraités qui, 3 fois, ont reçu des refus de la banque d'être considérés comme résidents israéliens. Parce que ça veut dire que la banque les a pris pour des Français, a pris pour des Français. Ils ont dit on ne peut pas rectifier parce que ça y est, les infos ont été envoyées. Et suite à la Cour suprême, ils ont reçu un papier comme quoi les informations ont été rectifiées et considérées seulement comme résident fiscal israélien. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est de ne pas désespérer. C'est vraiment... Ça peut marcher. Donc, même si la banque vous dit quoi qu'elle se passe, ne l'écoutez pas. Si on est sûr et on sait qu'on peut prouver, il faut aller jusqu'au bout. Au service juridique de la banque, aller voir quelqu'un qui s'occupe de ça, un avocat, un fiscaliste, quelqu'un. Mais c'est très important pour un Israélien d'être considéré comme israélien. Oui, il est passionné, Nathanaël. En tout cas, le sujet était vraiment très intéressant. On espère que ça vous a un petit peu plus éclairé. On est à ta disposition pour toute précision. Bien sûr, dès qu'il y aura une décision finale, on est preneur. Ça nous intéresse toujours d'informer ceux qui nous écoutent. Merci, Nathanaël. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.